Effectivement. Oh, bonjour, bonjour. Ah, vous allez bien? Ça va bien. Ah, le cadre de moi. Bienvenue. Merci. Un cadre vraiment classe. Merci. C'est l'architecture vraiment. C'est ça aussi. Je vais le mettre? Oui. Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs et chers internautes, vous êtes nombreux en train de suivre ces grands numéros, cette grande émission, grand H, grand homme. Et nous avons l'habitude de recevoir pour vous des personnalités et qui, partant de leur expérience, partant de leurs applications, et leur savoir-faire, ils essayent tant soit peu orienter la jeunesse et surtout ils sont considérés comme des modèles. Alors ce soir nous avons un grand que nous avons l'habitude de recevoir et aujourd'hui spécialement, exceptionnellement, nous sommes venus vers notre invité, donc il nous reçoit chez lui. Il est architecte et nous avons bel et bien compris qu'il a témoigné par un exemple. Il a l'habitude de réaliser des œuvres, surtout pour d'autres personnes, mais chez lui, nous avons trouvé un bureau vraiment impeccable, un architecte qui reçoit ses invités dans un cadre vraiment très classe. Vous comprenez, et l'architecture de sa maison, vous comprenez aussi, c'est vraiment moderne, hein, impeccable aussi. Voilà, donc monsieur Ndefi Mansantima, que nous recevons pour vous. J'ose croire que vous allez comprendre ces grands, ces pensées, et surtout aussi, il va donner des orientations et quelques questions d'actualité qu'il aura à répondre pour que vous soyez aussi mieux informés et surtout par ces idées. Voilà. Alors, monsieur Mansantima, bonsoir. Bonsoir, monsieur Toutoumouti. Très flatté, nous sommes bien reçus et votre bureau, votre maison, les cadres vraiment impeccables. Merci. Chapeau. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Mais les architectes, nous pensons que vous faites le travail pour les autres, vous travaillez pour les autres, mais quand même vous avez fait le contraire. Non, mais il faut prêcher par l'exemple. Nous avons toujours été un modèle pour la jeunesse. Et être un modèle, c'est-à-dire qu'il faut penser, donc il faut vivre aussi ce que vous dites. Si demain nous devons accéder à des responsabilités, nous devons démontrer aussi que même par nous-mêmes, nous sommes responsables. Très bien. Alors, ce n'est pas une question de curiosité. Vous avez aussi réalisé pareille réalisation, pareil, c'est pas construction. Quelqu'un vous a aussi proposé cela, parce qu'en venant peut-être pour rendre visite, là, vous voulez que vous fassiez cela chez lui, c'est pas. Naturellement, souvent on les fait pour le marketing aussi personnel. Parce que quand quelqu'un te visite tout de suite, il a une idée de ce que vous voulez lui dire. Et c'est important aussi. C'est très important parce que souvent, avec les plans, avec les dessins, les gens ne perçoivent pas la managériale aussi. C'est une politique managériale. Bon, même au-delà de ça, l'architecte est astreint à la publicité. C'est-à-dire que même si on a fait pour des autres, on n'en parle pas. Oui. Il faut être normalement discret. Surtout des maisons des particuliers sont des maisons des privés qui ont besoin de l'anonymat, de la protection. Vous voyez, donc c'est comme ça que l'architecte ne parle pas souvent des œuvres qu'il fait pour les autres. Donc nous sommes des gens qui côtoyons des secrets des personnes, des secrets même de l'administration. Ce n'est pas bien d'exposer les œuvres des gens par-ci par-là. Mais sinon, c'est notre métier, nous en avons l'expérience. Chapeau. Alors là, déjà, je crois que c'est aussi l'adresse de votre ONG, un mouvement citoyen de son enfant. Oui, oui. Vous avez visité, vous avez vu l'atelier. On a trouvé des jolies demoiselles. Oui, en train d'apprendre, parce que vous êtes venu un peu si tôt, il y en a d'autres qui arrivent. Tel qu'on a dit. Cet apprentissage-là, c'est gratuit? C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Nous formons des jeunes gens qui viennent de l'université ou aussi qui viennent de terminer l'école secondaire à manier les ordinateurs. Aujourd'hui, l'informatique est devenue une seconde alphabétisation. Vous pouvez connaître tout, mais pour travailler dans l'administration, vous avez besoin de maîtriser l'outil informatique.
Et Dressons nos fronts, à travers son président que je suis, offre généreusement, par le peu de moyens que nous recevons, cette formation gratuitement avec des machines que nous avons achetées nous-mêmes. Ce n'est pas un don, mais c'est des autres, mais c'est un don d'un fils de ce pays qui pense au sien. Un mouvement citoyen qui devrait nécessairement projeter des marches, mais un mouvement citoyen qui encadre, qui forme, c'est pas une sorte de contradiction ou comment? Il faut que les gens comprennent. L'éveil de la conscience, elle n'est pas seulement que politique. Ça, vous parlez de l'éveil des consciences politiques. Nous éveillons les gens dans le cas de formation professionnelle et technique. Nous encadrons les mamans, c'est-à-dire que nous donnons, c'est une pédagogie, nous donnons juste un goût de faire comprendre aux jeunes que vous avez aussi besoin de la formation pour que vous puissiez vous en sortir dans cette vie qui est très difficile. Même si aujourd'hui on changeait de régime, mais si vous n'avez rien appris, si vous n'avez aucun métier, vous n'aurez rien. Vous pouvez beau dire. Et la formation, c'est une loi inaliénable pour un homme. C'est un droit universel. La Constitution le consacre. Les Nations Unies l'a consacré. Raison pour laquelle voilà, nous donnons les go, nous mobilisons, parce qu'à travers cette formation, nous éduquons les jeunes. Nous leur parlons des valeurs de la formation. Quel genre de formation? Non, nous avons la formation d'alphabétisation qui est là, Oui. et nous avons la formation d'informatique qui est totalement à pied d'œuvre, et nous attendons les mamans qui sont en train de passer des classes, qui terminent la formation de français, pour passer à la coupe et couture. Et ça c'est gratuitement, tout ça c'est gratuitement. En tout cas, on se bat que c'est gratuitement jusque-là. C'est gratuitement, et c'est ça notre souhait. L'ambition politique? Les ambitions, nous l'avons toujours parce qu'un homme, tout citoyen est un être éminemment politique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau. Être citoyen n'enlève pas en toi les engagements politiques. L'engagement politique, il est déjà dans l'urne. Quand nous allons voter, nous décidons sur notre avenir. C'est un engagement politique. Monsieur Fonfon, mon sentiment défi, je ne sais pas, c'est votre maître ou comment? Parce qu'une fois, je vous avais reçu, vous avez parlé d'un architecte qui vous a donné le goût de faire ce travail. Non, lui, c'est vraiment un papa pour moi. C'est un papa qui m'a beaucoup conseillé. Vous savez, dans la vie, nous rencontrons toujours des gens qui vous orientent, qui vous guident dans le pas de la vie, qui vous donnent de meilleurs conseils. Il s'appelle Atman Adonis. Ok. Oui. Il est en vie. Bon, malheureusement, il n'est plus. Okay. C'est comme ça que nous les rendons hommage chez nous. Il n'est plus en vie sur cette terre. Aujourd'hui, il est dans l'au-delà, au paradis. Pourquoi au paradis? Qu'est-ce qui vous confuse? Ah ben oui, quand on a fait du bien, on ne peut qu'être au paradis. Il est aussi architecte? Non. Non, ce n'est pas un modèle d'architecture, c'est un modèle philosophique. Et quelle philosophie? Parce que là, c'est la partie lorsque nous parlons du développement, le développement intégral, c'est une philosophie que nous avons tirée de cette personne. Parce que, selon la personne, parce qu'il a écrit beaucoup de choses, oui, c'est un grand écrivain, il a écrit beaucoup sur le développement intégral. C'est lui qui nous dit il faut que l'homme soit d'abord développé pour qu'il puisse impacter son entourage. Si l'homme n'est pas développé, le développement ne sera jamais effectif. Écrivain de quelle nationalité? Congolaise. Congolaise, lui il est originaire même de la province du Kasaï. Atman Adonis. Voilà. Comme j'avais nous a dit, Nekabongo, on va juste avant de prendre sa photo, là vous aurez l'idée de la personne qui a inspiré notre invité. C'est très capital. Alors, monsieur Fonfon Sentiment défi de son enfant, à titre de rappel, vos objectifs très capitaux pour essayer un peu de fixer l'opinion qui vous suit en ce moment. Quels sont vos objectifs? De son enfant, les objectifs de son enfant que nous avons toujours eu, c'est de développer, c'est d'apporter l'esprit de développement dans les chefs de la jeunesse congolaise et aussi de la nation tout entière.
Ce qu'il faut comprendre, nous ne sommes pas le premier pays qui avons ces ambitions. Les autres pays du monde ont connu les mêmes problèmes que nous. Les États-Unis, la Chine, la France et consorts. Et c'est possible que la RDC... Et si ces gens-là se sont développés, pourquoi pas la RDC? C'est l'an de développement. C'est possible. C'est possible. Vous savez, il y a 50 ans, 30 ans, la Chine n'était pas la Chine qu'elle est maintenant. Nous avons lu, lorsque Mao Tse-tung a pris la Chine, dans les années 49, Mao a réunifié la Chine, une Chine totalement pauvre. Mais qu'est-ce que Mao a pensé? Il fallait développer la Chine. Pour développer la Chine, il fallait créer une classe ouvrière. Et de l'autre côté, il fallait développer l'industrie du fer ou de l'acier. Parce qu'il faut comprendre, le fer, d'une part, c'est même le moteur du développement industriel. De l'autre côté, l'ouvrier, c'est l'acteur principal dans la création des richesses d'une nation. Mao avait sa philosophie, qui était totalement communiste. Mais il s'est élevé. Après Mao, il y a un monsieur qui est un président chinois que j'ai toujours beaucoup apprécié, c'est Deng Xiaoping. C'est lui qui a amené dans les systèmes chinois ce qu'on appelle des méthodes de gestion. C'est-à-dire qu'il y a un capitalisme chinois et de l'autre côté, il y a le communisme chinois mélangé. Pour lui, un chat est un beau chat qui soit noir ou grise ou gris. Tant qu'il apporte la souris, ça reste un beau chat. Ça veut dire quoi? La méthode, elle peut être capitaliste, elle peut être communiste. Mais tant qu'il peut apporter le développement pour notre nation, c'est une bonne méthode. Une gestion accès au résultat. Une gestion accès au résultat avec méthode. Mais tout en s'inspirant aussi des autres. C'est grâce à lui, il a compris que le problème de la Chine était d'abord un problème de la création de la main-d'œuvre et de l'infrastructure. Le monsieur, il a investi totalement dans la création de la main-d'œuvre et d'autre part, il a investi dans l'infrastructure. Et dans l'infrastructure, le moteur de l'industrie, c'était le fer. Voilà des gens qui avaient compris le développement. Les gens qui ont compris qu'il fallait créer des ouvriers. À un moment donné, tous les capitalistes du monde se sont rendus compte que la Chine avait l'infrastructure et la Chine avait la main-d'œuvre. C'est-à-dire une main-d'œuvre qui a été formée et qualifiée, qui a un savoir-faire, mais qui coûtait moins cher que la main-d'œuvre européenne. C'est comme ça que les entreprises occidentales ont délocalisé la plupart de leurs entreprises vers la Chine. Parce que la Chine a attiré les investisseurs. Voilà comment on attire les investisseurs. On n'attire pas les investisseurs en ayant une brousse, en conservant une brousse. Parce que ce n'est pas l'investisseur qui vient créer les routes. Ce n'est pas lui qui viendra former les jeunes Congolais. C'est la responsabilité du gouvernement congolais. Donc nous ne pouvons pas attendre de nos investisseurs la formation et pourquoi pas aussi l'encadrement de nos jeunes. Impossible. Parce que ce qu'il faut comprendre, déjà dans la politique impérialiste, il est difficile qu'on vous permette de vous développer et ils connaissent les ABC du développement qui sont la création de la main-d'œuvre et deuxièmement, la mise en place des infrastructures. Si on vous laisse, vous allez vous développer. Et l'industrie du fer. Parce que si vous avez l'industrie du fer, vous allez créer. Déjà, au niveau de la construction, vous êtes fort. La construction, c'est le fer, le béton armé, les structures métalliques. Et les voitures, c'est du fer. Les vilebrequins, c'est en fer. Vous comprenez que le fer, c'est le matériau le plus important qui participe essentiellement, pratiquement dans le développement d'une nation. Nous avons eu dans ce pays, avec Mobutu, la sidérurgie de Maluku. Pourquoi on ne peut pas réveiller cette sidérurgie? Pourquoi? Ça, ce sont les ambitions d'un président de la République. C'est vrai, on nous a donné une industrie, on a
pris la clé, on a mis dans la poche. C'est maintenant la nouvelle génération que nous sommes, de nous réveiller. On marche. Parce que il faut changer le président, on marche. Parce que il faut changer le président de la CENI. Mais nous ne marchons pas parce qu'il faut relever la sidérurgie de Manoukou. Nous ne marchons pas parce qu'il faut créer des écoles professionnelles ou des écoles techniques. Nous ne marchons pas pour ça. Voilà là, on ne comprend même pas la réalité du développement. Les individus passeront. Il n'y a pas d'homme providentiel, mais il y a un peuple providentiel. Lorsque le peuple devient exigeant, lorsque le peuple demande ce qui est nécessaire pour son développement, le développement devient effectif. En toute démocratie, nous demandons mal. En toute démocratie, nous méritons, le peuple mérite ses dirigeants. Si nous sommes un peuple immature, si nous sommes un peuple irresponsable, ne soyons pas étonnés des gens qui n'ont pas d'acabit, qui n'ont pas d'envergure de nous diriger demain. Mais le peuple insiste sur le social. C'est pas ça qui va développer les pays. Pas. Oui, le social, c'est une demande. Mais on ne peut pas demander comme des enfants. Nous devons demander comme des hommes. Nous devons devenir un peuple majeur, c'est-à-dire un peuple adulte, un peuple qui demande qu'on puisse créer des écoles professionnelles et techniques de qualité. Voilà comment on demande. Un peuple qui demande qu'on puisse relever la sidérurgie de Malou. Un peuple qui demande que Miba, qui était en faillite hier, puisse marcher. Que le gouvernement puisse investir même 250 millions, pourquoi pas 300 millions de dollars pour ressusciter Miba. Nous avons tout ça. Nous avons un budget qui vient d'être programmé de 10,2 milliards. Si nous avons un budget de 10 milliards, 400 milliards, 300 milliards pour Miba, c'est quoi? Parce que ce sont des mines qui vont produire les richesses de ces pays. Et si nous ne mettons pas beaucoup d'argent là-bas, nous allons mettre beaucoup d'argent où? C'est là qu'il faut mettre l'argent. 10,2 milliards, ça ne peut pas être de 20 pieds. Nous allons lire le budget et nous allons voir les investissements. L'investissement dans l'industrie extractive, parce que ce pays a des mines. Nous ne pouvons que s'appuyer sur des mines qui peuvent produire demain des valeurs, de l'argent afin d'investir dans l'industrie et la formation. Et les infrastructures de l'autre côté. Et là, nous demandons au Premier ministre, et nous espérons bien, dans son budget de 10,2 milliards, la formation professionnelle et technique peut prendre 1 milliard, l'investissement en industrie peut prendre même 2 ou 3 milliards, et là, nous allons comprendre les ambitions de développement de notre nation. On ne peut pas toujours avoir un budget, toujours axé sur des projets qui ne produisent pas. Et je sais que des milliards aussi seront investis dans les infrastructures. Parce que on ne peut pas toujours être des parents pauvres. Même pour construire notre propre route, il faut que la BAD vienne construire. Pour construire notre propre route, il faut que les Arabes viennent construire à notre place. Il est temps de quitter ces zones de confort pour aller vers l'incertitude qui est le développement de notre nation, parce que nous devons nous battre. Nous n'avons pas besoin d'être chouchoutés, mais nous avons besoin de retrousser les manches et de travailler. On va travailler comment? C'est en formant les jeunes congolais. Et ces jeunes, c'est eux qui seront les moteurs des ouvriers pour les industries et puis des entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, nous constatons que les investissements passés n'ont pas été les meilleurs investissements. Il faut qu'on dise la vérité. Et ce que nous demandons, prenons l'exemple de la Chine. Un pays, il y a 30 ans, qui était en retard, qui se situe aujourd'hui sur les toits du monde. Parce que ce pays a cru en lui, en comprenant que la véritable richesse d'une nation, c'est la construction de ces hommes. Ces hommes-là, ces ouvriers, ils n'ont pas besoin de parler français. Ils n'ont pas besoin de parler anglais. Les Chinois qui arrivent ici ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. De la Chine, ils parlent chinois
et après il parle lingala. On peut apprendre le métier dans sa propre langue maternelle et d'être meilleur et être un bon professionnel. Dans le fonctionnement de ce programme, il faut, en tout cas, il faut une réforme dans les systèmes d'éducationnel, surtout dans les métiers. Il faut que les jeunes Congolais puissent avoir le goût du métier. Ce n'est pas les économistes, les juristes qui créent souvent la richesse. C'est les hommes de métier. Vous ne pouvez rien faire sans vous appuyer sur les métiers professionnels et techniques. Vous êtes médecin à l'hôpital, c'est bien avec vos gros diplômes, mais l'infirmier, c'est cette sage-femme qui sait comment faire naître une femme. C'est cet infirmier qui sait piquer quelqu'un. C'est cet infirmier qui donne chaque jour les médicaments. Le médecin, c'est un cadre. On peut avoir un seul médecin, mais avec plusieurs infirmiers et tenir un grand hôpital. Mais pourquoi cette réforme prend toujours ça tarde, les gens comprennent et nous suivent régulièrement à la télé. Nous insistons, mais nous sentons que quelle léthargie, c'est pas. Nous ne pensons pas qu'ils ne comprennent pas. Nous avons des rapports. Quand vous êtes dans chaque ministère, surtout dans le ministère de la formation professionnelle et technique, vous verrez que les rapports ont été faits. Ils ont fait un inventaire de toutes les écoles professionnelles et techniques. Des écoles pratiquement en état délabré, abandonnées, sans équipement. Le rapport a été fait. Quelques exemples. Mais vous avez l'IPJ Gombe ici, vous avez l'Itibou, Bumbu, vous avez Ansonampangu là-bas, il y a eu une grande école de formation professionnelle et technique. Vous allez à Lubumbashi, il y a une grande école de formation professionnelle et technique, il y a des grandes écoles là-bas. Dans des Calémies et consorts. Est-ce que ces écoles-là ont été réhabilitées? Ces écoles-là ont été équipées de matériels modernes. Ces écoles-là possèdent de bons ateliers qui peuvent autofinancer ces écoles. Aujourd'hui, lorsqu'on vient, les chefs de l'État parlent de la gratuité de l'enseignement. Bravo. C'est une bonne prise de conscience, une bonne initiative. Il s'agit tout simplement de faire respecter la Constitution. Mais de l'autre côté, la qualité et l'infrastructure suivent. C'est important qu'on se pose ces questions. On ne vient pas, la politique, ce n'est pas une aventure. La politique, c'est un art pour développer toute une nation. Ce n'est pas un art pour rester là et de flouer les gens. Ce que nous voulons, dans le budget du Premier ministre, parce que nous sommes dans une session budgétaire qui vient de commencer, nous voulons sentir qu'on a pris en compte l'infrastructure. On a pris en compte la qualité de l'enseignement. Les rapports sont là. Suivez ces rapports. Renforcez nos écoles. Parce que c'est cette formation qui est l'avenir de notre nation. Là, vous avez parlé de la Chine, non? Il y a d'autres pays qui pourront aussi nous inspirer, donner comme ça peut-être d'autres orientations pour attirer l'attention de nos autorités, hein, pour qu'elles puissent aussi emboîter les pas. C'est que aussi nous devons comprendre les pays comme le Brésil. Les pays comme le Brésil, c'était des pays hier. C'était des pays pratiquement gérés par des dictateurs. Mais l'arrivée de Lula, c'était un ouvrier qualifié. Mais un ouvrier, quand il est formé, c'est pas n'importe qui. Et qui est devenu syndicaliste. Et plus loin, il a mené ce qu'on appelle une révolution ouvrière pour prendre la gestion du Brésil. Et il a mis un programme très ambitieux qui a mis le Brésil sur le pas de l'émergence. Et vous verrez plus tard, plus loin, que ce pays participe aux Olympiades des écoles professionnelles et techniques. Les Olympiades des écoles professionnelles et techniques, ce sont les Jeux olympiques de tous les pays émergents. Parce que si vous dites que nous sommes un pays émergent, si vous dites que nous serons un pays émergent dans l'horizon 2030, est-ce que sommes-nous capables de participer aux Jeux olympiques des écoles professionnelles et techniques? Vous comprenez que... Mais ça existe, c'est depuis 1954. Nous pouvons atteindre ce niveau-là.
Mais vous comprenez que nous sommes même ignorants. Parce que nous n'avons pas de dirigeants qui comprennent les vrais enjeux du développement. Les vrais enjeux du développement ne sont pas dans la théorie. On doit plus capitaliser. C'est dans la pratique. La mise en valeur de nos ouvriers. Je vous dis, aucun pays au monde. Mais ils sont délaissés, ils sont négligés. Je vous dis, aucun pays au monde ne peut parler du développement sans une école professionnelle et technique. Il n'y en a pas. Aucun. Toute la richesse de la nation repose sur ces écoles-là. Ce n'est pas par hasard que nous prenons notre temps d'en parler et d'en parler. Il faut qu'on nous écoute. Il faut qu'on nous écoute. Parce que c'est ça la vérité. Les jeunes qui nous suivent à la maison, ils doivent comprendre. Ça, c'est leur avenir. Mais les parents doivent aussi orienter. Les parents qui nous suivent à la maison, ils doivent comprendre que nous devons envoyer nos enfants vers le métier. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sortes gens. Ne vous en faites pas. Un monsieur qui tient un garage, il peut être plus friqué qu'un caissier d'une banque. D'ailleurs, la plupart des cas, c'est comme ça. Évidemment. Un monsieur qui tient un atelier de menuiserie peut être plus friqué qu'un médecin d'Engalima. Ne vous trompez pas. Ne vous levez pas. Et ne vous levez pas. Parce que ce monsieur-là, il peut devenir entrepreneur et millionnaire demain. S'il organise bien son atelier, demain il devient industriel, il va être un industriel qui vend des meubles. Et vous voyez, ces blancs-là, qui viennent décider là, ils font même des salles d'exposition pour les meubles. Et ils les vendent au plus cher. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont pauvres? Parce qu'ils ont la peau blanche. Mais les Congolais formés peuvent le faire aussi. Un monsieur qui a fait son école artisanale, si le métier tel que la bijouterie qu'on sort, si demain il peut transformer de l'or en chaînette, il peut être millionnaire. Tout ça, ce sont des formations professionnelles. Nous devons valoriser. Oui, il est temps qu'on puisse mettre en place un répertoire de métiers importants qui cadre pour le développement. Parce qu'on ne peut pas commencer donc, en valorisant tous les métiers. Il faut nécessairement faire une sorte enchancer un peu, hein, donc, par niveau, des grandeurs, des valeurs aussi. Oui, je vous dis, tous les métiers sont importants et tous les métiers sont faciles à embrasser. Mais, nous disons ceci. Il égard à notre réalité. Il égard à notre réalité. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons un pays vierge. Ce pays a besoin d'être construit. Il lui faut des bons maçons. Il lui faut des beaux charpentiers. Il lui faut des bons menuisiers. Il lui faut des bons ébénisseristes. Il lui faut des bons... Là, nous devons tout reconstruire. Le pays est à construire. Même pas reconstruire, mais à construire. Le pays est à construire. Le pays est à construire. Le pays est vierge. Nous n'avons pas de maisons. La plupart sont des taudis. Il faut urbaniser la ville de Kinshasa. Il faut créer des villes. Hein? Il faut développer nos villages. Il faut créer des entrepôts. Il faut créer des routes. Ça nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Une main-d'œuvre qui doit être capable de faire des travaux professionnels. Pas des ouvriers de manœuvre. Comme on fait là. C'est ça, ça ne se passe qu'aux pays pauvres. Même pour creuser un trou, ce sont des professionnels qui le font. On les appelle des terrassiers. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est avec des engins, des petits engins de terrassement, qui peuvent être achetés. Professionnaliser nos entreprises de construction et de génie civil. Pour qu'ils soient à la hauteur. Mettre en place un niveau d'exigence. Financer ces entreprises. Créer un monde de financement. Avec que ces entreprises puissent aller de l'avant. Vous comprenez? Parce que si l'État s'organise, il dit, par exemple, la cité, la commune d'Engaliema, la commune peut mettre en place une régie de construction. Cette régie de construction, composée de XYZ, et dedans, cette régie va s'appliquer et s'atteler à aménager la commune avec des taxes de solidarité. On peut y arriver. Il faut qu'il y ait des ambitions. Mais là, vous allez mettre couper court à la sous-traitance, parce que là aussi, ça pose problème. Oui, quand vous avez, dans un pays comme le nôtre,
nous avons parfois besoin des régies de construction. Au-delà, il faut favoriser le secteur privé, mais la régie de construction permet d'engager plus déjà et de les payer bien. La construction chez les privés au Congo, il peut être bien payé, mais il sous-paye ses ouvriers et il sous-paye ses cadres. Celui qui prend le privé, qui prend l'argent, il croit qu'il est devenu riche. Il oublie qu'il fait l'argent avec les autres. Mais avec l'État, il va mettre en place un barème de salaire. C'est-à-dire des SMIC bien déterminés, et les gens seront bien payés, et le travail sera bien fait. J'ai toujours souhaité ça, que les communes aient leur régie de construction. Ça permet, parce que nous, les communes, quand vous allez par exemple à Paris, quand vous voyez Villeneuve, on appelle ça des régions parisiennes. Ils ont leur mairie, ce sont des villes comme Ngaliema. Des espaces très indépendants. Paris en soi, elle n'est pas assez grande. Mais ces régions parisiennes-là, c'est comme les communes. Ils ont leur régie. Ils ont leur, comment je peux dire, ils ont leur structure, ils ont leur maire, ils ont leur indépendance. Ils organisent leur ville. Pourquoi pas doter à chaque commune de la ville de Kinshasa une autonomie? Nous avons toujours souhaité qu'il y ait des élections municipales. Nous sommes là en train toujours de regretter parce que hier on fustigeait tout ça, mais aujourd'hui on est toujours dans les mêmes comportements. Cette autonomisation de nos villes, mais il faut voir comment aussi les bourgmestres gèrent les différentes communes. Les bourgmestres ne sont pas élus, ils obéissent aux ordres des gens. Ce que nous voulons, qu'il y ait les élections de bourgmestres, les élections municipales. C'est constitutionnel. Pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi? Quel est le péché? Parce que si le bourgmestre est élu, il sera redevable vis-à-vis du peuple. Et ce sont des élections qui peuvent venir 2 ans avant les élections présidentielles. Ça permet de temps en temps de faire comprendre au président ou à la majorité la tendance du moment. Pourquoi ces élections, on ne les fait pas? Mais les gens s'accrochent plus aux élections présidentielles. Vous me comprenez, vous n'avez pas l'impression, quand quelqu'un vient voter, il a plus tendance à élire son président, c'est fini. Et puis vous allez vous plaindre demain. Et pour le député, il t'attend. Oui, mais vous allez vous plaindre demain, vous ne connaissez même pas votre bourgmestre. Je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu, c'est bien. Mais vous ne l'avez jamais vu, est-ce que vous exigez qu'il soit élu? À un moment donné, nous devons être exigeants. Nous nous sommes bâtis pour qu'il y ait une démocratie, pour que les choses se fassent normalement. Pourquoi il n'y a pas d'élection municipale? Pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi ce n'est même pas dans leur tête? Et vous êtes étonné que nos communes soient sales. Vous êtes étonné que l'insécurité prenne place pratiquement partout. Donc là, vous rejoignez Tigui Poulou qui veut qu'on essaie comme ça de faire quelques réformes au niveau même de nos différents quartiers, nos chefs quartiers, chefs de rue. Donc on doit nécessairement réformer et orienter ces secteurs-là. Non, je ne sais pas si on doit faire des réformes, parce que les structures ont toujours existé. Ce que nous voulons, la loi est là. Nous n'amenons pas quelque chose de nouveau. Nous disons, la loi a dit, nous avons des entités décentralisées qui sont les villes, les communes. Ces entités décentralisées doivent être gérées par des personnes élues. Il faut qu'il y ait des élections municipales et communales. C'est ça, non? Pourquoi ces élections ne se réalisent pas? Il y a quelqu'un qui doit rendre compte quand même. Nous avons le président de la République, un homme qui est là par la volonté de la démocratie. Un homme qui, toute sa lutte avec l'UDPS, c'était d'instaurer un état de droit. Et dans cet état de droit, nous nous posons la question, pourquoi les élections municipales ne se réalisent pas? Pourquoi il n'y a aucune explication là-dessus? Pourquoi on veut maintenir le Congo dans les statu quo comme si on était à l'époque de Kabila? Pendant que nous sommes dans une nouvelle époque. Nous avons fustigé que Kabila ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, nous avons un parti qui naît dans la moule même de la démocratie. Pourquoi il n'organise pas ces élections-là? C'est important. Il y a des partis qui doivent se positionner pour être puissants demain. On ne leur donne pas les occasions.
soit on tue la démocratie, soit on veut la faire revivre ou la faire vivre. Parce que les élections municipales, ce sont des niveaux d'engagement qui préparent les électeurs de pouvoir apporter leur touche dans la gestion de leur espace. À ce moment, les dirigeants sont plus proches de l'administré. C'est important. C'est pas une ignorance aussi qui gangrène, en fait, qui essaie comme ça de maintenir cette élection et qui peut-être pousse nos autorités à négliger cela. C'est pas une ignorance. En droit, moi, je ne sais pas. La réalité, avec les élections municipales, c'est-à-dire les élections communales aussi, dans la ville, les gens sont très éveillés. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la ville sont plus éveillés que les gens qui sont dans les villages. Ils ont la capacité de suivre la gestion au quotidien de leur bourgmestre ou bien de leur conseiller municipal. Et là, vous pouvez parler et donner vos avis. Et vous êtes proches. Bon, nous comprenons peut-être qu'il y a eu un véritable désordre. Peut-être qu'il faut reconstruire l'État. Peut-être. Mais il faut quand même qu'on nous réponde. Voilà. Alors parlons maintenant on a un autre secteur qu'on doit évoquer, hormis les pays que vous avez donné comme exemple pour le développement. Il y a le Brésil, il y a la Chine. Je ne sais pas, il y a un autre pays que vous allez aussi donner comme exemple pour que notre pays puisse emboîter le pas pour le développement. Il y a le pays comme la Russie. La Russie, c'est une très grande nation, mais à un moment donné, la Russie a été disloquée. C'est grâce à l'arrivée de Poutine. Poutine a été considéré, quand on est allé le prendre comme un pantin, des oligarques riches, un colonel flegmatique qu'on devait prendre un peu pour remplacer Boris Eltsine. Il arrive au pouvoir, mais le gars s'est révélé un très grand dirigeant. Mais son avantage, c'est quoi? Il a dit, pour développer la Russie, il fallait d'abord maîtriser le secteur des gaz. Parce que c'est le secteur des gaz qui a apporté de la richesse à la nation russe. Ils ont décédé le secteur porteur de croissance. C'était le gaz. Et ils ont investi dans le gaz. C'est la Russie qui alimente toute l'Europe en gaz. Pratiquement. Un grand fournisseur de gaz. Étant donné que vous êtes dépendant de mon gaz, vous m'enrichissez. Et lorsque la Russie a des moyens, la Russie maintenant a pu investir ses moyens dans les secteurs clés de développement, notamment l'industrialisation, et d'une part, c'est l'armée. Comme ils avaient une connaissance militaire hors pair, ils ont investi aussi dans l'armée. Monsieur Favre, chez nous, nous avons tout, presque toutes les richesses possibles. Mais c'est là. Catastrophique. Est-ce que vous comprenez? Si Scandale géologique. Et ils n'avaient que le gaz. Ils cherchaient encore. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça et travaillons en telle sorte que les gens puissent nous respecter. Nous avons tout avec nous. Et nous disons. Mais quel est le problème? Nous, chez nous, ce n'est pas. C'est scientifique. Le problème n'est pas spirituel. Ça, c'est l'ignorance. Le problème reste dans nous. Il faut qu'un jour nous soyons d'accord que ce pays soit dirigé désormais par des génies. Lorsque nous sommes fanatiques, nous prenons quelqu'un parce qu'il est de notre tribu. Nous prenons quelqu'un parce que il est bien habillé. Et comment voulez-vous qu'on puisse se développer? On doit prendre quelqu'un parce que c'est un génie. C'est quelqu'un parce qu'il a la méthode. Parce qu'il peut gérer. C'est ça la différence. De la méritocratie. Évitons ce comportement des tribalistes. Un homme comme Poutine, s'il était tribaliste, il allait faire développer la Russie. Donc la compétence doit primer. La compétence, absolument. Rien à faire. La compétence
Et nous sommes dans un très grand pays, la géopolitique est importante. Vous ne pouvez pas gérer un grand Congo sans vous apaisantir sur la géopolitique. D'ailleurs, c'est constitutionnel. La géopolitique est importante. Parce qu'un projet doit avoir un ancrage. Lorsque vous faites votre projet, et que ce projet n'est pas accepté chez les autres, même si ce projet est bon, ce projet ne risque de ne pas passer. Il faut chercher l'ancrage. Ça, c'est même dans la gestion des projets. Il faut que ceux-là pour qui tu fais les projets puissent accepter les projets. Et deuxièmement, il faut mettre des bonnes personnes, des gens qui ont la compétence. Et troisièmement, il faut assurer la relève en format. Il faut penser à notre système éducatif, qui doit être axé essentiellement sur les compétences. Poutine a eu un programme cohérent depuis plus de 15 ans pour faire sortir la Russie du trou. J'ai vu des chercheurs dire que si Poutine n'avait pas mis une cohérence d'un programme, pratiquement plus de 20 ans, la Russie n'allait pas s'en sortir. Le fait qu'il soit là avec un programme cohérent, c'est ce qui a permis à la Russie de sortir. Je dis bien aux Congolais qui nous suivent, nous n'allons pas développer le Congo dans 5 ans. Il ne faut pas se leurrer. Pas dans 10 ans aussi. Mais nous allons développer le Congo lorsque nous nous alignons sur des véritables programmes de développement. Notamment, l'enseignement, formation des jeunes, technique et professionnelle. 2, l'investissement dans l'industrialisation, notamment l'industrie de fer. Vous comprenez? Ce sont des élans. Et troisièmement, c'est la bonne gouvernance. Cette lutte de la bonne gouvernance que nous saluons avec l'arrivée de l'IGF, qui fait peur aux détourneurs d'argent. Et nous avons la justice qui doit faire son travail. Mais le Parlement doit aussi pousser les dirigeants à la paix, hein? Parce que là, c'est comme si l'IGF prend même la place, remplace même le Parlement. Ça pose problème. Le Parlement, c'est un organe politique. La politique a ses caprices. Mais l'IGF, c'est un organe administratif. L'administration ne badine pas. Parce qu'un organe politique, il y a des caprices. Ça devient une machine lourde. Ça devient des enjeux politiques. Mais l'administration, c'est l'administration. L'administration, pour sanctionner, il n'attend pas le Parlement. Lui, il agit. La justice, pour sanctionner, il n'attend pas le Parlement. La justice doit agir. Parce qu'il faut comprendre, le Parlement n'est que l'une des institutions de la République. Nous avons les cours et tribunaux, qui sont aussi l'une des institutions. Nous avons le gouvernement, nous avons la présidente de la République. Et les institutions d'appui à la démocratie, notamment la CENI. Les CESAC aussi chez vous. Est-ce que vous faites votre travail? Il faut que chacun, dans son coin... Cette question était bien posée pour stimuler un peu, parce que tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. C'est ça l'objectif que nous nous sommes assignés avec Direction Enfant, c'est d'éveiller la conscience de ceux qui nous suivent, de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour se développer, le nécessaire qu'il faut. Évitons les distractions, demandons des choses qui sont utiles. Et les choses utiles sont notre formation. Et la majorité des jeunes doivent être de la formation professionnelle et technique. Parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons, les caméramans qui nous filment, les gadgets que nous avons entre notre mains sont les fruits de l'artisanat. Le métier prend la place pratiquement à 80% dans notre vie. La technicité nous apporte l'agriculture. Est-ce que les écoles comme ITEA, il y en a combien dans ces pays, en bon état, équipées? Des écoles comme des centres de formation professionnelle, comme des IT. Nous en avions à l'époque, IT, ITP. Mais cette fois-là, il faut que la formation soit axée sur les compétences.
C'est-à-dire, lorsque tu termines, tu dois être à même de travailler. Pas terminer pour avoir un diplôme pour aller à l'université. Et lorsque vous allez terminer à l'université, vous cherchez encore de l'emploi. Mais il faut terminer pour créer l'emploi. Créer votre atelier à côté. Entrer dans une usine. Si après avoir travaillé, vous voulez vous perfectionner, c'est bien. C'est pour devenir demain un entrepreneur. Tant mieux. Tant mieux. Alors, deux questions. Toi, deux questions pour finir. Hein. Il nous reste quelques minutes. Parlons actualité. La marche, la monta pour la décolonisation de la CENI. Votre impression, et tous qui sont déroulés après cette marche, vous avez quelques argumentaires à donner. Bon, le droit de marcher est un droit constitutionnel. On ne demande pas la permission pour marcher, mais on informe. Nous avons déployé cette pratique par le passé. L'IDPS a payé beaucoup de frais dans cette pratique. Si les gens veulent marcher, laissez-les marcher. Ils demandent des choses en marchant. Il faut les encadrer. S'il y a débordement, c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir. On ne peut pas empêcher à un citoyen de s'exprimer. Je suis démocrate, ce sont des valeurs que nous prêchons et nous pensons qu'une marche dans ces pays, la Constitution le dit, doit être tout simplement actée et non donner l'autorisation. Je me rappelle à l'époque, l'IDPS demandait des marches. On refusait qu'ils puissent marcher, on les compliquait. Nous avons vu l'IDPS dire, nous sommes venus vous informer. Mais comment aujourd'hui on peut faire ça? Pendant que nous avons un parti digne de la démocratie. Nous pensons que nous devons améliorer cette façon de faire. Mais c'était reporté parce que, vous savez, la rentrée parlementaire, ça coïncidait avec cette rentrée parlementaire, reportée au 17. Malgré le report, la MOCA a pu quand même insister et maintenir sa date. Ok. Là, nous comprenons, nous pensons aussi à ceux qui marchent doivent faire preuve de sportivité. Parce que nous sommes des hommes. Si vous avez demandé une marche pour le 15, on vous dit faites-le le 17. Pourquoi ne pas le faire le 17? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas le faire? Peut-être que la police n'a pas les équipements, n'a pas les moyens, il doit les mobiliser. Lui aussi a son agenda. Parce que cette marche, si vous marchez et que les gens vont détruire les choses, détruire les magasins, vandaliser les voitures d'autrui, qui va payer le prix? C'est l'instigateur ou bien la personne là, congolais de son état, qui va le faire. Parce que dans la marche, lorsque vous ne revendiquez pas aussi pour tout le monde. Vous revendiquez pour une partie des gens qui partagent vos opinions. C'est comme ça. Nous demandons de l'autre côté beaucoup de sportivité. Si on a donné une date reportée de 2 jours, moi je pense que la souplesse serait d'accepter. Autrement, ça devient du buzz politique et non une marche projetée dans le but de faire passer les messages acquis des droits. Voilà, et concernant la présence de la CENI, il y a maintenant 3 confessions religieuses, donc les musulmans viennent s'ajouter. C'est pas vous pouvez comme ça donner quel point de vue? Pour la CENI, les musulmans viennent de s'ajouter. Bon, ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, c'est-à-dire que l'opinion commence à pencher vers les 2 églises qui détiennent pratiquement la majorité de ces pays. Ce sont 2 grandes églises. Et nous pensons aussi que le chef de l'État, un homme très sage, prendra la meilleure décision. Parce que jusque-là, aucune décision n'a été prise. Si le chef de l'État était vraiment un dictateur, il aurait déjà pris une décision. Mais si les choses se sont calmées, c'est-à-dire quelque part, il y a des tractations, les gens se parlent. On leur laisse du temps pour parler.
Mais tout en comprenant, en 2023, il n'y aura pas report. Les élections doivent se tenir à la date et conformément au délai constitutionnel. Il n'y aura pas d'excuses. Ça, c'est leur affaire. Mais les élections doivent se tenir à la date échue. Nous sommes face à un régime qui a vécu dans la démocratie, qui a fustigé ses glissements en son temps. Il ne peut pas, lui, à son tour, passer au glissement. Ça, non, on n'accepte pas. Il faut qu'il y ait véritablement des bonnes raisons. Voyez-vous? Mais les discussions se passent, nous ne sommes pas au parfum, mais nous croyons aux responsables qui sont là, ils trouveront intérêt d'entente et les choses pourront toujours être balancées du côté du peuple. Merci, M. François Manzatima. À la prochaine occasion. Merci. Très bien. Voilà. Alors, nous vous remercions, vous qui nous avez suivis, vous nous avez vraiment suivis attentivement, et surtout notre invité qui a consacré son temps pour répondre à nos questions. C'est un grand que vous avez découvert, et j'ose croire très prochainement, nous allons encore le recevoir pour d'autres questions, et surtout, la grandeur se mesure par ce qu'on fait, hein, donc vous avez bel et bien compris, et par vos idées aussi, donc sur les plans idéologiques. Merci à Moron Djambé, merci à Lenka Bongo, merci à Ermak Makonda, merci à Christian Banjolo, Bruno Zinga, Dieu merci Kifou et Fiston Atunga. Rediffusion demain, samedi à 9h. Portez-vous bien, Doudou Montier vous aime beaucoup. Appelez au numéro affiché si vous voulez participer. Plus 243 89 61 52 634 243 89 61 52 634. Ciao.